Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le droit de la famille au Manitoba, un atelier qu'on appelle un atelier bilingue parce qu'on va quand même essayer de donner quelques mots, quelques notions de vocabulaire utiles en anglais comme en français. Bien sûr, l'ensemble de la présentation sera en français. Et puis, avec ma collègue, Maître Rufine Juicy, on va vous exposer toutes les notions du droit de la famille ici au Manitoba lors de ce webinaire. Alors, j'aimerais juste tout d'abord indiquer que cette présentation nous vient de la part de l'Association d'éducation juridique communautaire, ou bien Community Legal Education Association en anglais, avec qui nous avons collaboré pour offrir ces séances voilà, en français pour un public francophone. Alors, grand merci à l'association. De notre côté, je veux dire, Maître Ruffin et moi, nous parvenons du Centre Infojustice Manitoba, qui relève de l'Association des juristes d'expression française du Manitoba. Moi-même et Maître Duissy sommes avocats ici, avocates avec l'Association des juristes. Et puis, le Centre Infojustice Manitoba est un centre d'information juridique pour les francophones ici à Winnipeg, à Saint-Boniface, et vous voyez nos coordonnées affichées à l'écran. Alors maintenant, passons à ce que nous allons présenter aujourd'hui. J'aimerais juste d'abord souligner que cette présentation est offerte à titre d'information et non comme des avis juridiques. Bien sûr, pour toute question précise sur une situation spécifique, nous vous conseillons de conseiller un avocat pour, euh, pour obtenir un avis juridique. Mais aujourd'hui, on vous présente un peu cet aperçu du droit de la famille à titre d'information encore. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est tout d'abord les types de relations reconnus par la loi. On va passer ensuite à la séparation. Bien entendu, on va parler du divorce là-dedans. On va par la suite parler de la notion de pension pour époux, ou qu'on appelle spousal support en anglais. On va parler de les plans pour les enfants lors d'une séparation ou d'un divorce, parental plans en anglais. Euh, Naturellement, on va parler aussi de les pensions pour enfants ou du child support. On va poursuivre avec les discussions sur les biens familiaux, c'est-à-dire la division des biens familiaux lors de séparation ou divorce. Nous allons toucher à quelques notions sur la violence familiale. Et puis, nous allons terminer avec un aperçu de la procédure au tribunal lors d'une séparation ou d'un divorce, encore une fois. Alors, commençons déjà avec le mariage, la séparation, le divorce. Maître Ruffin, est-ce que vous pouvez nous décrire d'abord, on commence vraiment à la base, qu'est-ce que le mariage et qu'est-ce qui est entendu par ça aux yeux de la loi, disons? Merci, Maître Tariq. Alors, dans l'ancienne loi, il y avait ce qu'on appelait le mariage traditionnel. Ça veut dire qu'il fallait passer devant une autorité pour être reconnu comme marié. Alors, dans la nouvelle loi, on inclut maintenant les unions de fait. Donc, on peut on peut cohabiter et ne pas passer devant une autorité, mais être reconnu comme des personnes des personnes qui vivent ensemble. Et on a maintenant les unions de même sexe parce que dans l'ancienne loi, le mariage était défini comme l'union entre deux personnes de sexe différent. Donc, dans la nouvelle loi, on considère maintenant que les unions de personnes de même sexe, ça constitue également un mariage. Alors, on va aussi parler de la séparation. La séparation, ça va s'appliquer aux personnes qui sont en union de fait et le divorce, généralement, ça ne s'applique qu'aux personnes qui sont mariées, donc qui sont passées devant un officier. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle annulation. Généralement, ça va s'appliquer seulement dans les cas de mariage également parce qu'on ne peut pas annuler une union de fait. Donc, ça va s'appliquer
seulement pour des personnes qui sont mariées. Et on va voir la différence entre un mariage juridique et un mariage religieux. D'accord. Alors, parlons de ce conjoint de fait ou union de fait. De quoi il s'agit exactement ou que sont euh, ce- qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une personne soit reconnue comme étant dans une relation comme conjoint de fait ou union de fait? Alors, généralement, les conjoints de fait ou common law spouses, c'est des personnes qui cohabitent ensemble donc, il y a plusieurs faits qui vont faire qu'on reconnaisse la relation. Ils sont passés dans un bureau de l'état civil, ce qu'on appelle au Canada le Vital Statistic, pour enregistrer leur relation. Donc, si votre relation est enregistrée au bureau d'état civil dès le premier jour de la cohabitation, vous êtes reconnu comme conjoint de fait. Dans le cas où vous ne voulez pas enregistrer votre relation, au Manitoba, si vous cohabitez ensemble pendant 3 ans, vous êtes reconnu comme conjoint de fait. Ou alors, vous cohabitez pendant 1 an et il y a un enfant qui est issu de la relation, donc des deux personnes qui cohabitent ensemble. En ce moment, on va reconnaître que c'est une union de fait. Et dans ce cas, il faut savoir que les conditions pour les unions de fait diffèrent d'une province à une autre. Donc, si vous n'êtes pas au Manitoba, les conditions peuvent être différentes. Alors, pour généralement les conjoints de fait, pratiquement tout ce qui s'applique aux mariés va s'appliquer à eux. Alors, les enregistrements ou les non-enregistrements, incluant les durées de cohabitation, ça va s'appliquer aussi dans les partages des biens. Donc, quand vous partagez le bien, on va définir le type de votre relation pour savoir comment on fait le partage des biens. Ça va inclure les pensions de retraite, généralement, et des règles différentes s'appliquent selon que les partenaires se sont séparés avant ou après le 1er octobre 2021. Et ça s'applique également aux personnes qui sont unions de même sexe, donc personnes mariées ou conjoints de fait qui sont de même sexe. Ça va s'appliquer à eux, à ces personnes-là également. D'accord. Alors, on voit que vraiment en union de fait ou en couple marié au Manitoba, euh, lors d'une séparation, il y a largement les mêmes droits qui s'appliquent dans les deux cas. Et dans le cas des unions de fait, on peut, comme vous l'avez indiqué, euh, être reconnu comme étant dans une telle relation sans prendre vraiment aucune démarche, sauf vraiment avoir atteint ces 3 ans de cohabitation ensemble ou encore une année étant parent d'un enfant ensemble. Euh, alors, continuons maintenant avec qu'est-ce qu'une relation conjugale? Qu'est-ce qu'on va regarder parce que on vient de voir que parfois on peut être considéré comme étant dans une relation reconnue par la loi. Alors, qu'est-ce que va regarder le tribunal pour arriver à une telle détermination? Alors, il faut savoir qu'on peut cohabiter sans être dans une relation maritale. Donc, je peux cohabiter avec quelqu'un ou quelqu'une et puis on n'est pas dans une relation maritale. Alors, ce que le tribunal va regarder pour considérer que c'était une relation maritale, c'est s'il y a eu des relations sexuelles entre les parties, si le comportement personnel de chaque partie, les entraides qu'il y a eu entre les personnes, comment on se comportait socialement. Donc, si aux yeux de la société, on se comportait comme étant dans une relation maritale, et comment nos finances se géraient. Donc, il y a plusieurs aspects que le tribunal va regarder pour considérer si c'était une relation conjugale ou juste une simple cohabitation entre deux personnes qui se connaissent. Alors, on va parler de la séparation. Malheureusement, quand les personnes se mettent ensemble, il peut arriver que ça ne marche plus et que les personnes doivent se séparer. Et comment on va déterminer s'il y a une séparation? Il faut qu'une des parties ait eu l'intention manifeste de séparer.
de se séparer. Donc, souvent, on va dire, OK, on habite dans la même maison, comment je vais prouver que nous sommes séparés? Vous allez entendre ça beaucoup. Si vous vivez dans la même maison, même si vous partagez le même lit et que vous ne cohabitez plus en tant que personne vivant maritalement, donc vous n'avez plus de relations sexuelles, par exemple, vous ne partagez plus le repas ensemble, vous ne faites pas vos courses ensemble, chacune des personnes gère ses finances séparément, on va considérer que vous aviez l'intention manifeste de vivre séparés. Et dans ce cas, aucune formalité n'est requise, mais la date de la séparation peut être très, très importante. Ça va aider pour les questions de propriété, les questions de pension alimentaire. Si vous êtes marié, ça va aider aussi pour déterminer si vous avez rempli la condition pour divorcer. Parce que pour utiliser la condition de séparation de corps comme raison du divorce, il faut que vous soyez séparés de corps pendant au moins 1 an. Donc, ça va aider à tout ça. La date de la séparation va être importante. Mais encore une fois, il faut savoir que c'est juste une intention manifeste de vivre séparés. Vous n'avez pas besoin de vivre dans 2 maisons différentes. Et on n'a D'accord. pas besoin de justifier pourquoi on veut se séparer. On considère que vous êtes des adultes et vous savez pourquoi vous voulez vous séparer. Et alors, dans plusieurs cas, un couple va simplement cesser de cohabiter, c'est-à-dire une de les personnes va peut-être aller vivre ailleurs et dans plusieurs de cas comme ça, on va simplement considérer la date de séparation comme étant effectivement la date où le couple a cessé de cohabiter physiquement dans la même place. Exactement. Alors, parlons maintenant qu'un couple soit séparé, malheureusement encore. Qu'est-ce qui sont les options, qu'est-ce qui sont les démarches à prendre à ce moment-là? Alors, comme on a indiqué plus haut, généralement, il n'y a aucune action nécessaire pour la séparation parce qu'il faut juste avoir l'intention manifeste de vivre séparés. Mais s'il y a quelque chose sur laquelle les parties ne peuvent pas s'entendre, il peut être nécessaire d'engager une action en justice. Et souvent, ça vaut mieux de négocier et s'entendre que d'aller en justice. Donc, on encourage beaucoup les règlements à l'amiable entre les parties qui se séparent. Ça peut être la négociation, la médiation, l'arbitrage ou arbitration. Et puis, il y a des mécanismes aussi que vous pouvez utiliser après avoir engagé une procédure judiciaire. Vous pouvez engager d'autres mécanismes en dehors de la cour. Donc, c'est ça qu'on appelle après le début de la procédure. Vous avez engagé, vous avez mis un document en justice, mais vous acceptez de négocier hors du tribunal. En ce moment, il y a des mécanismes que vous pouvez utiliser. Il est toujours important d'aller parler à un avocat quand vous vous séparez parce que en ce moment, l'avocat va vous donner un conseil juridique indépendant et il va vous parler de toutes les options qui s'offrent à vous et quelles sont les options qui sont dans votre intérêt. Ça évite aussi la désinformation, misinformation. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont vous dire que parce que vous vivez toujours sous le même toit, vous ne pouvez pas être considéré comme séparé. En allant voir un avocat, il va vous dire que, OK, même si vous vivez sur le même toit, comme vous aviez l'intention manifeste d'être séparé, vous êtes considéré comme séparé. Donc, ça va vous éviter la désinformation et ça va éviter la contrainte que l'autre partie peut exercer sur vous lors de la séparation. Parce que souvent, lors de la séparation, l'autre partie peut vous dire que je ne suis pas d'accord et vous faire des contraintes sur vous, ça peut être même des contraintes par corps parce que la personne va vous obliger à vivre dans la même maison, continuer à partager des choses avec l'autre partie alors que vous ne voulez pas. Donc, aller voir un avocat, ça veut dire qu'il va vous expliquer que vous n'avez pas l'obligation d'obtenir l'accord de l'autre partie pour vous séparer de cette partie. Alors, quelques actions en mesure accessoire. Lorsqu'on se sépare ou qu'on divorce, il y a toujours des conséquences parce qu'on a cohabité ensemble. Alors, si pendant la cohabitation ou le mariage, vous avez eu des enfants,
il y a ce qu'on appelle la garde et le droit de visite. Donc, le temps parental de chaque enfant, il faut régler ça quand on se sépare ou quand on divorce. Il y a la pension alimentaire pour les enfants, ce on a dit tout à l'heure, le child support. Il y a la pension, il peut avoir la pension alimentaire pour époux, spousal support. Il faut savoir que ça, c'est pas automatique, contrairement à la pension alimentaire pour enfants qui est automatique quand les enfants sont mineurs et quelquefois quand les enfants sont majeurs. Et il y a la propriété que vous devez partager. Généralement, pour faire la propriété, il est fortement recommandé de voir avec un avocat parce qu'il va vous faire ce qu'on va appeler la comptabilité. Donc, il va faire les accounting and equalization. Donc, il va déduire vos dettes et vos actifs. Il sait comment faire des calculs pour que personne ne soit laissé avec les dettes familiales ou bien que personne ne gagne toute la maison familiale alors qu'elle n'est pas légalement autorisée à le faire. Alors, dans d'autres cas, il peut y avoir des ordonnances de protection. Ça, c'est quand il y a des violences et qu'on estime qu'une partie a besoin d'être protégée. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement le protection order. Il y a l'exécution de la pension alimentaire. Vous pouvez avoir besoin d'aide pour exécuter la pension alimentaire. Un avocat va vous expliquer comment procéder pour obtenir cette aide sans communiquer forcément avec l'autre partie. Il y a ce qu'on appelle la recalculation de la pension. Ça, généralement, ça va être pour la pension alimentaire pour enfants, puisqu'on estime que la pension alimentaire pour enfants, c'est pour subvenir aux besoins alimentaires des enfants. On s'attend à ce que si les revenus des parents changent, que les enfants bénéficient de ce changement-là. Généralement, on va parler d'un changement positif. Donc, les revenus vont s'accroître. On s'attend à ce que les enfants bénéficient de ça. Donc, à chaque fois, on va vous demander de recalculer la pension. Ça va être généralement une fois par an. On va déterminer en fonction de vos revenus au courant de cette année sous laquelle on fait la recalculation. Et il faut toujours savoir que les enfants, il y a des frais qu'on ne peut pas prévoir quand on se sépare. Donc, généralement, ça va être les frais extraordinaires, les dépenses extraordinaires. Quand, par exemple, un enfant a une activité extrascolaire, ça, on ne peut pas prévoir le jour du divorce quelle activité extrascolaire l'enfant aura dans les 5 prochaines années. Donc, on va mettre ça dans les frais et les dépenses. Et généralement, on ne va pas mettre le montant exact parce que ça va dépendre de ce que l'enfant a comme activité et combien ça va coûter. Il y a plusieurs autres paramètres qui vont entrer là-dessus. Il y a aussi des frais qui peuvent s'engendrer suite à la garde des enfants. Parfois, on va s'attendre à ce que les parents contribuent quand ils peuvent financièrement le faire. Alors là, on entre dans la pension pour époux. Et puis, comme vous l'avez bien dit, c'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Alors, d'abord, dans quel genre de situation on accorde la pension pour époux et quel est le but de la pension pour époux? Alors, ça, il faut savoir que justement, comme Maître Tariq vient de le préciser, ça, c'est pas quelque chose que vous avez automatiquement. La pension alimentaire pour époux peut être ordonnée généralement, ça va être, OK, on va compenser un parent. Quand je dis compenser, ça ne veut pas dire par rapport à la faute de l'autre parent. C'est parce que pendant la cohabitation ou le mariage, il y a un parent, par exemple, qui travaillait pas parce qu'il fallait rester à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de toutes les tâches ménagères. Ou alors, il y a un parent qui a diminué ses revenus parce que ce parent ne peut pas travailler 8 heures par jour dû aux contraintes que un ménage engendre. Donc, ce parent est la personne qui s'occupe du ménage à plein temps. Ça veut dire que ça ne lui laisse pas 8 heures par jour pour travailler. La personne a eu des revenus moindres à cause de la cohabitation. En ce moment, c'est ça qu'on va compenser. Il y a des pensions alimentaires non compensatoires, mais c'est juste pour subvenir, parce que si quelqu'un est dans un ménage et a un certain niveau de vie, on s'attend à ce qu'après la séparation,
que la chute, le changement de niveau de vie ne soit pas vraiment drastique. Donc, si un des parents peut contribuer à maintenir le même niveau de vie sans en souffrir, généralement, le tribunal va favoriser une pension alimentaire pour permettre à l'autre partenaire de vivre décemment. Et ça peut être contractuel. Donc, vous pouvez négocier une pension alimentaire pour conjoint. Ça, généralement, ça va être sous entente des deux parties. Donc, vous êtes en train de vous séparer. La partie qui a le plus de moyens financiers dit que, OK, c'est pas grave si on se sépare. Moi, je vais quand même continuer à subvenir à tes besoins. À ce moment-là, vous faites un accord et l'autre partie va subvenir aux besoins. Mais si avant la cohabitation, vous aviez fait un accord de cohabitation en disant qu'en cas de séparation, il y a une partie qui va, où les deux parties vont se subvenir à leurs besoins de pension alimentaire, ça aussi, on va appliquer le contrat. Mais il faut savoir qu'il y a des lignes directrices qui montrent comment on va calculer la pension alimentaire pour époux. Mais ça va être un peu plus complexe que la pension alimentaire pour enfants parce que ça donne juste un avis. C'est pas contraignant pour le juge. Le juge peut ne pas l'utiliser, le juge peut accepter de l'utiliser. Mais généralement, le juge va suivre les directives qui sont dans ces lignes directives. Et le tribunal doit avoir toujours une bonne raison de ne pas suivre. Donc, il faut que ce soit justifié pour que le juge ne suive pas. Donc, ici, on lui laisse une fenêtre pour ne pas le faire. Mais les pensions alimentaires pour enfants, vous avez des lignes directives. La majorité du temps, le juge va suivre ça et même les avocats vont calculer à base de ça. Mais il faut savoir que même ça aussi, on peut déroger si c'est justifié et que toutes les deux parties sont d'accord. Généralement, quand vous faites une entente de séparation, il y a des parties qui arrivent à s'entendre sur des montants qui sont en dehors de ce que la loi dise qu'ils doivent payer. Mais il faut que ce soit de façon consentante. Alors maintenant, bon, on a parlé un tout petit peu de ces lignes directrices, c'est-à-dire elles donnent une idée du montant de pension qui devrait être versé. Euh, Là, on regarde à euh, combien de temps la pension doit être payée, bien sûr. On regarde au revenu de, de, la, de chaque personne. Alors, il y a la règle de 65, là où d'abord, il se peut que la personne, à la date de la séparation, à 65 ans ou plus, là, on va contempler une pension pour époux de durée indéfinie. Ou encore, lorsqu'on calcule la durée de la relation plus l'âge à la date de la séparation qui équivaut 65 ou plus, on va considérer encore une fois une pension pour époux qui est à durée indéterminée. Lorsqu'un revenu de la personne qui verserait la pension pour époux est supérieur à 350 000, évidemment des cas plus exceptionnels, dans ce cas-là, on se base pas sur les lignes directrices du tout. Euh, et puis, bien sûr, comme on l'a indiqué au tout début, cette pension pour époux est destinée à équilibrer la situation financière des époux maintenant que les économies seront divisées en deux. Et puis, il y a toujours aussi possibilité de variation selon des changements importants de les revenus de, de les personnes dans la relation après la séparation. Il y a des conséquences fiscales qui s'appliquent si la pension alimentaire est versée conformément à une ordonnance du tribunal ou à un accord. Euh, Dans le cas, et c'est différent que dans le cas de pension alimentaire pour enfants, mais là, on est toujours dans les pensions alimentaires pour époux ou pour conjoint. On dit, est-elle imposable pour ces pensions pour époux? Le payeur
peut déduire les versements périodiques de son revenu à la fin de l'année. Euh, et puis, le bénéficiaire déclare ce même montant dans ses impôts en tant que revenu imposable. Encore une fois, on va voir que c'est différent dans le cadre de pension alimentaire. Et c'est là où on se trouve maintenant. Commençons avec la base, mettre l'intérêt supérieur de l'enfant. Pourquoi ça joue dans la pension alimentaire pour enfants? Alors, l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut savoir qu'au Canada, on encourage les partenaires à mettre l'intérêt supérieur de l'enfant avant leurs propres intérêts. Donc, la loi sur l'obligation alimentaire, qu'on appelle ici le Family Maintenance Act, contient une liste de critères que le tribunal prendra en considération pour déterminer quel est l'intérêt de l'enfant quand il fixe la pension alimentaire. Parce que la pension alimentaire, c'est pour se rassurer que l'enfant a quelque chose à manger. Parce que il y a des gens qui vont vous dire que, mais la pension alimentaire, l'autre parent prend ça pour pour s'acheter une voiture, pour, je sais pas, se payer des loisirs. Il faut savoir, la pension alimentaire, comme son nom l'indique, c'est pour les aliments des enfants. La loi sur le divorce ou le Divorce Act intègre maintenant une grande partie des mêmes critères qui sont entrés en vigueur avec les nouvelles modifications. Maintenant, on parle de soins partagés. Donc, avant, il y avait il y avait juste le joint custody. Maintenant, on parle de share care. Donc, on peut donner les soins à l'enfant sans avoir la garde de l'enfant en question. C'est pour ça qu'on fait maintenant la différence. Alors, un enfant, on encourage l'enfant à passer autant de temps compatible avec son intérêt, avec chaque partie. Donc, si l'enfant a deux parents, on va encourager que l'enfant passe le temps qui est compatible avec son intérêt avec chacun de ses parents ou chacune de ses parents. Et la garde on parle maintenant, comme j'ai dit, de garde contre le temps parental. Alors, je peux avoir la garde de l'enfant, mais ça n'empêche pas l'autre parent de passer du temps avec l'enfant parce que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, vous avez la garde, ça ne veut pas dire que l'autre parent n'a pas du temps parental avec l'enfant. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la garde, le custody et le parenting time, qui est le temps parental, ça détermine avec qui l'enfant passe du temps. Le temps parental, c'est juste qui passe le temps avec l'enfant. Alors que le custody, ça veut dire qui va avoir, quelle est la résidence de l'enfant. Ça, c'est le parent à qui on a donné le custody. Il va rester avec ce parent-là. On sait que, OK, le soir, si on veut joindre l'enfant, on va appeler l'enfant à telle adresse. S'il y a un courrier pour cet enfant, on va envoyer à cette adresse. Mais ça n'empêche pas qu'il passe du temps avec l'autre parent. Et pour ce qui est du pouvoir décisionnel, généralement, la loi encourage les deux parents à s'investir dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire, on va les encourager à prendre des décisions conjointes dans trois domaines particulièrement, donc le médical, le religieux et l'éducatif. Il peut arriver que les parties ne s'entendent pas pour la décision à prendre. En ce moment, on va se référer à l'ordonnance de justice ou l'accord entre les parties. Si l'ordonnance a dit que il y a une personne qui peut prendre la décision finale en cas de mésentente entre les parties, ça va s'appliquer. Ça veut dire les deux parents doivent se consulter. S'ils ne s'entendent pas sur la décision, on a donné le pouvoir à un parent de décider. Il y a aussi des cas où il y a un seul parent qui a la responsabilité décisionnelle, mais ça, c'est un peu rare. Et si c'est le seul parent qui a la responsabilité décisionnelle, ça veut dire qu'on s'attend à ce que ce parent-là prenne toutes les décisions dans les domaines médicaux, religieux et éducatifs. Mais les décisions quotidiennes, par exemple, amener l'enfant au parc, l'amener faire des courses dans un magasin, ça, c'est des décisions que le parent qui est avec l'enfant, on lui laisse la latitude de décider tant que c'est dans l'intérêt de l'enfant.
Alors, on parle maintenant un peu plus de détails sur les différents types de garde ou d'arrangements parentaux, c'est-à-dire comment un ou des enfants seront en fait partagés ou non entre les deux parents séparés. Alors, tout simplement, dans la première situation, on peut avoir ce qu'on appelle une garde unique ou parfois garde exclusive, en anglais sole custody. Et là, un parent a seul le pouvoir de décision. Et puis, dans ces cas-là, l'autre parent peut ou non avoir accès ou passer du temps avec cet enfant, mais n'aura pas le pouvoir de décision du parent principal. Euh, par- Passons à la garde partagée, ou en anglais shared custody. C'est-à-dire c'est dans les cas où l'enfant passe au moins 40% du temps avec chaque parent. Puis ça devient pertinent au regard des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants que nous allons examiner sous peu. Euh, il y a également la garde conjointe. Euh, Ça, lorsque le temps parental partagé euh, est partagé, mais peut varier beaucoup. Et puis, les décisions seront en général prises en commun. Et finalement, on peut parler de garde divisée ou de split custody. Par exemple, lorsque un parent il y a évidemment plus qu'un enfant, et puis un parent a un enfant et l'autre parent a l'autre enfant. On va parler maintenant de plans parentaux et évaluation. Peut-être que vous pouvez nous parler de ce qu'on entend par le programme Pour l'amour des enfants ou For the Sake of the Children en anglais. Alors, pour déterminer les plans parentaux, généralement, on veut se rassurer justement que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et pour qu'on on se rassure que que vous connaissez quel est l'intérêt supérieur de l'enfant pendant cette période qui est difficile et pour vous et pour l'enfant, il y a un programme que le gouvernement a mis sur place qui s'appelle Pour l'amour des enfants et qui est obligatoire. Donc, avant d'aller en justice, il faut que vous ayez complété ce programme. Quand vous mettez vos documents en justice, on va demander que vous présentiez ce document parce que quand vous complétez, on vous donne un certificat, vous le signez et vous présentez à la justice pour dire à un juge, j'ai compris, quel est l'amour, c'est quoi l'intérêt, qu'est-ce qu'on entend par intérêt de l'enfant. Et dans ce programme, généralement, ils vont vous expliquer comment vous pouvez discuter de la procédure de votre séparation, quel terme utiliser pour discuter avec les enfants. Généralement, ça aussi, ça va aider pour déterminer les plans parentaux. Quelqu'un qui n'a pas complété le programme, il est difficile que le juge lui accorde la garde de l'enfant parce que on estime que vous ne savez pas quel est l'intérêt supérieur de l'enfant en ce moment-là. Et le but est d'encourager l'entente entre les parties. Généralement, je sais que quand on se sépare, ça peut être tendu, tout le monde, ça peut être vraiment contesté. Il y a une partie qui veut se séparer, l'autre ne veut pas. Ou alors on ne s'entend pas sur comment on va partager les biens et ça crée des tensions. Mais on encourage toujours l'entente que la justice, donc la justice devrait être le dernier recours. Ici, ils vont appeler ça settlement. Donc, on va toujours trouver des mécanismes pour encourager les gens à s'entendre en dehors des tribunaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez au tribunal, vous donnez le pouvoir à un juge ou à une juge de décider sur votre vie. Alors que quand vous faites une entente, ça veut dire que c'est vous-même qui décidez de comment les choses vont marcher dans votre vie. Ici aussi, il y a ce qu'on appelle évaluation ou assessment. Ça, on va prendre des services privés ou alors le service de règlement des litiges familiaux qui vont vous faire une évaluation. Ça, généralement, il faut passer par le tribunal pour obtenir euh, l'ordonnance qu'on fasse une évaluation. Maintenant, on va évaluer pour voir les capacités de chaque parent à prendre soin des enfants parce que, comme on a dit encore, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime. On ne veut pas donner l'enfant à un parent
qui va être incapable de prendre soin de l'enfant. Donc, généralement, on va demander des évaluations pour des parents qui ont des antécédents qui inquiètent un peu la justice et on veut se rassurer que les enfants vont être en sécurité avec ce parent. Généralement aussi, on peut prendre les souhaits de l'enfant pendant la séparation pour savoir avec quel parent l'enfant veut vivre. Mais il faut que l'enfant ait plus de 12 ans. Et ce que vous devez savoir, c'est que le juge n'est pas obligé de prendre en compte la vie de l'enfant, mais il va prendre ça quand il va prendre ça en considération. Donc, si l'enfant vient dire que je veux vivre avec tel parent ou avec tel autre, il peut arriver qu'à la fin, le juge décide que c'est avec le parent avec lequel l'enfant ne veut pas, a déclaré qu'il ne veut pas vivre, que l'enfant est en sécurité. Donc, l'intérêt supérieur de l'enfant se trouve avec le parent avec lequel l'enfant ne veut pas vivre. Donc, il faut savoir que les souhaits de l'enfant, c'est juste pris en considération, mais ça ne détermine pas la décision du juge. Alors, la pension alimentaire pour enfants, on en a parlé un peu. La pension alimentaire est le droit de l'enfant. Alors, une fois de plus, on ne peut pas renoncer à la pension alimentaire. C'est obligatoire. C'est la loi qui demande que un enfant, en cas de séparation, les deux parents ont l'obligation de subvenir aux besoins alimentaires de cet enfant. Donc, aucun parent ne peut décider de renoncer à la pension alimentaire. Les parents ont le devoir de subvenir aux besoins de leurs enfants. L'enfant du mariage peut inclure les beaux-enfants, stepchildren, donc, et des personnes tenant lieu de parents. Ici, on va dire, pendant la cohabitation ou le mariage, vous étiez in loco parentis. Ça veut dire que vous vous êtes comporté pendant la cohabitation comme si vous étiez le parent biologique de cet enfant. Ça veut dire, vous l'amenez faire ses activités extrascolaires. Quand il y a les réunions de parents à l'élève, vous partez représenter son parent, vous discutez. Cet enfant, vous lui avez fait penser que vous étiez son parent, donc vous vous êtes comporté à tous les points comme son parent. En ce moment, la loi peut vous exiger de lui payer une pension alimentaire parce que vous êtes la personne tenant lieu de parent. La pension alimentaire n'est pas imposable, contrairement, je vais dire pension alimentaire pour enfants, n'est pas imposable entre les mains du bénéficiaire ni déductible entre les mains du payeur. Comme Maître Tariq vous a expliqué avant, le payeur de la pension pour époux va déduire ça de ses revenus, alors que le bénéficiaire va déclarer comme un revenu. Ça ne s'applique pas pour la pension alimentaire pour enfants. C'est juste pour que vous voyez un peu quelle est la différence entre les deux. Parce que ça, c'est un devoir pour les parents. On ne va pas considérer ça, ce n'est pas imposable ni déductible. OK, alors parlons maintenant on a parlé de lignes directrices dans le cas des pensions pour époux, mais maintenant, dans le cas des pensions alimentaires pour enfants, euh, de quoi il s'agit et comment on les utilise, et puis pourquoi on dirait que celles-ci soient obligatoires plutôt que à titre de guide, comme dans le cas des pensions pour époux. Alors, les pensions alimentaires pour enfants, ça va dépendre de l'entente de garde et des revenus. Donc, tout à l'heure, on a dit il y avait la règle de 40%. Si je garde l'enfant plus de 40% du temps, ça veut dire que j'ai besoin l'autre doit me donner quelque chose pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Parce qu'il y a des cas où on a la garde de 50%, 50%. Si nos revenus sont proches, on peut s'entendre et renoncer et ne pas prendre la pension alimentaire. Mais si j'ai l'enfant plus de 40% du temps, ça veut dire que l'autre doit me donner quelque chose pour subvenir aux besoins alimentaires de cet enfant. Et généralement, comment la pension alimentaire, comme elle est, on calcule ça par rapport aux revenus, comment on va déterminer les revenus? Généralement, pour des gens qui sont employés, on va regarder leurs revenus d'emploi. On peut regarder leurs déclarations de revenus qui sont faites avec l'agence de revenus. Mais il peut arriver qu'il y a des gens qui essayent de jouer au malin et qui vont travailler, avoir des revenus qu'ils ne vont pas déclarer. Il peut arriver que le tribunal vous impute un revenu dans le cadre de calculer la pension alimentaire.
Il va s'agir par exemple, d'un travailleur indépendant qui déclare pas la totalité de ses revenus ou quelqu'un qui s'est mis en sous-emploi pour éviter, parce qu'il y a des personnes qui s'amusent à se mettre en sous-emploi pour éviter de payer la pension alimentaire. Alors, si un juge détermine que vous avez la capacité intellectuelle, vous avez la capacité physique et vous avez la possibilité de trouver un travail, par exemple, qui va vous payer 150 000 dollars, mais que vous êtes dans un emploi qui ne vous paye que 50 000 dollars, en ce moment, le juge peut vous imputer un salaire de 150 000 dollars parce que le juge estime que quelqu'un qui a vos capacités intellectuelles, capacités physiques et qui est dans la situation où vous êtes peut trouver un emploi qui correspond à ce salaire. Ça peut aussi être que les années antérieures, vous avez trouvé des emplois qui équivalaient à 150 000 dollars. Mais quand la procédure commence en justice, vous vous mettez à un emploi qui est à 50 000 dollars. En ce moment, on va trouver que c'est des manœuvres pour éviter de payer la pension et le juge peut vous imputer un revenu. Généralement, quand vous avez un revenu inférieur à 12 000 dollars, on suppose que vous avez atteint le seuil pour être exempté de la pension alimentaire. Donc, si vous avez moins de 12 000 dollars, on ne vous calcule pas la pension alimentaire parce qu'on estime que vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers pour payer la pension alimentaire. Mais le tribunal doit toujours suivre les lignes directrices sur les pensions alimentaires. Ça, c'est obligatoire. Sauf quelques exceptions qui sont rares. Donc, l'exception, ça peut être que vous avez un accord où vous avez déterminé déjà le montant de la pension, ou alors vraiment rarement, il faut que l'autre partie vienne prouver que en payant le montant qui est dans les lignes directrices, ça va lui créer un désavantage, un gros désavantage financier. En ce moment, mais il faut savoir que les exceptions sont vraiment rares, comme on a dit ici. La règle, c'est que vous allez suivre les lignes directrices sur les pensions alimentaires. Alors, que sont les tables de pension alimentaire pour enfants? Les lignes directrices contiennent les tables de montants. Donc, ça va vous indiquer les montants pour pension alimentaire et ça va déterminer qui verse quoi à l'autre parent. Le montant mensuel à verser dépend du nombre d'enfants que l'autre parent a. Et maintenant, ça va aussi dépendre des provinces. Généralement, on va calculer quel est le revenu du parent, combien d'enfants, et le parent payeur, quelle est la province où le parent payeur vit. Donc, c'est pas le parent bénéficiaire, mais c'est le parent payeur. Sa province, ça va influencer le montant de la pension. Et il existe une table distincte pour chaque province, comme j'ai dit, ou territoire. Les différences entre elles sont attribuables aux différents taux d'imposition. La table applicable est celle de la province où le parent payeur réside exactement. Alors, par exemple, selon les tables du Manitoba en vigueur, si le revenu annuel du parent payeur résident au Manitoba est de 45 000 et que l'ordonnance vise 3 enfants, il devra verser 848 dollars par mois. Ça, c'est en supposant que c'est l'autre parent qui a la garde majoritaire des enfants. Donc, le parent qui a 45 000, il va verser 848 dollars par mois pour les 3 enfants au parent qui a la majorité de temps avec les enfants. Ça, c'est un peu un exemple de table. Donc, ici, l'État a déjà tout calculé. Vous prenez juste la table, vous voyez le salaire qui vous correspond. Mais il faut savoir que ça, c'est juste pour le Manitoba. Vous voyez le salaire, le nombre d'enfants, et puis ça va vous donner quel est le montant qui correspond. Donc, les 848 dollars que nous avons eu tout à l'heure, justement, vous voyez, là où on a pris les 848 dollars. Et alors, comme on dit bien, ces genres de calcul, c'est sûrement basé sur le temps parental. Dans l'exemple qu'on vient de reprendre, c'est là où il y aurait à peu près une garde exclusive. Et puis, dans ce cas-là, le montant de la pension alimentaire est basé sur le revenu du parent payant, tout simplement, c'est-à-dire le parent qui ne prend pas soin de l'enfant. Euh, Aucune considération des besoins ou du revenu du parent bénéficiaire. Que veut-on dire par ça, Maître Finn?
Ça veut dire que quand on calcule la pension alimentaire, alors que j'ai un des parents à la garde exclusive, on ne va pas prendre les besoins financiers de ce parent-là ou ses revenus en considération. On ne prend que les besoins alimentaires des enfants. On calcule juste sur les besoins alimentaires des enfants. Donc, tout à l'heure, on a vu 848 $. Supposons qu'en plus des 848 $, moi, j'ai besoin de 200 $ pour, par exemple, par mois pour me coiffer. Je ne vais pas demander ça à l'autre parent. On ne va pas prendre ça en considération. Ou bien moi, je ne gagne que 10 000 $ par an. On ne va pas prendre ça en considération. On va considérer juste le revenu du parent payeur pour calculer. Et le nombre des enfants, bien Oui. sûr. Mais dans le prochain exemple, si on veut parler de garde divisée, et on en a fait allusion tantôt, là, contrairement à le dernier exemple, on regarderait justement les revenus de les deux parents lorsque il y a cette garde divisée ou split custody. Et puis, on va parler d'un montant déduit ou set-off amount en anglais. Alors, dans ce cas-là, si on veut reprendre un exemple à laquelle Maître Huffin avait fait allusion tantôt, si les deux parents ben, dans la garde divisée, c'est-à-dire un parent, disons qu'un parent a un enfant et l'autre parent a l'autre enfant, on va faire effectivement le même genre de calcul que dans la garde exclusive. On va voir ce que paierait chaque parent à l'autre parent pour prendre soin de l'enfant et on va voir quelle est la différence selon peut-être le nombre de montants, le nombre des enfants que un des parents a à sa charge ou les revenus que un des parents gagne de plus que l'autre. Et puis, le montant, la différence sera imposée aux parents ayant le salaire plus élevé. Et puis, un peu de manière semblable, dans la garde partagée, ça c'est lorsque les parents ont les soins au moins 40% du temps ou entre 40 et 60% du temps, on va faire ce montant déduit, ce calcul de montant déduit qui est effectivement de voir ce que chaque parent paierait à l'autre pour la garde selon les tables. Et puis, encore une fois, la différence est imposée aux parents ayant le salaire plus élevé. Alors, quelques exceptions aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants. Comme on a dit tout à l'heure, on a dit que les lignes directrices, c'était la règle générale, mais il y a toujours des exceptions à toutes les règles. Alors, pour un enfant qui a plus de 18 ans, le tribunal peut examiner les revenus des deux parents, la situation de l'enfant. Je prends un exemple simple. Un enfant qui va à l'école, il a plus de 18 ans, on considère qu'il est toujours dans le besoin d'aliments de ses parents. Si le revenu des parents permet de subvenir à ses besoins, le juge va décider que la pension alimentaire continue. Mais un enfant de plus de 18 ans qui travaille, on peut pas demander la pension alimentaire pour cet enfant s'il travaille à plein temps et il va pas à l'école. Il n'y a pas besoin de payer la pension alimentaire. À la place d'un parent, donc, on a dit tout à l'heure que si vous vous êtes comporté comme un parent pour un enfant dont vous n'êtes pas le parent biologique, on peut exiger le soutien possible des deux parents. Il y a la contrainte excessive, undue hardship. Donc, ça, c'est quand, en payant la pension alimentaire, ça va créer vraiment un déséquilibre financier pour le parent payeur. Et pour déterminer ça, le tribunal généralement va considérer le tribunal, pour déterminer ça, va considérer le revenu et la taille du ménage des deux familles. Donc, on suppose que vous vous êtes séparés. Il y a un des parents qui est parti avec les deux enfants. Le deuxième parent est parti avec un enfant et s'est mis en ménage avec un autre parent qui a 4 enfants. On peut considérer la taille de ce ménage-là et voir que malgré que le parent qui est parti avec un enfant gagne fasse de plus d'argent dans le couple,
la taille de son ménage ne lui permet plus de suivre les lignes directrices. En ce moment, le juge peut être clément et faire une exception. Il y a aussi la responsabilité inhabituelle de la dette familiale. Il y a les autres obligations alimentaires envers les enfants. Donc, si le parent payeur a des obligations alimentaires envers d'autres enfants qui ne sont pas les enfants du couple, on va prendre ça en considération parce que sinon, ça va créer une contrainte excessive sur le parent payeur. Il y a aussi le coût inhabituel du droit de visite ou du temps parental. Par exemple, le parent payeur, si le parent payeur vit en dehors du périmètre géographique de l'enfant, ça veut dire que on va considérer que ce parent, il fait des dépenses supplémentaires pour exercer son droit de visite ou son temps parental. Et le juge peut prendre ça en considération et faire des exceptions à l'application des lignes directrices. Dans la pension alimentaire aussi, il y a ce qu'on appelle dépenses spéciales et extraordinaires. Ces dépenses sont visées à l'article 7. C'est généralement le montant attribuable au-delà du montant dans les tables pour couvrir les dépenses spéciales ou extraordinaires. Il faut vous rappeler que l'autre, on a dit que c'était la pension alimentaire. Donc, c'est pour subvenir aux besoins alimentaires de l'enfant. Les dépenses spéciales et extraordinaires, ça n'a rien à voir avec les aliments de l'enfant. Généralement, ça doit être raisonnable. Il faut que ce soit nécessaire et dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça peut comprendre les frais de garderie, les frais médicaux de plus de 100 dollars par an, les frais d'études et les activités parascolaires. Donc, si je dois mettre l'enfant à la garderie pour aller travailler ou bien pour suivre mes études, on considère que les frais de garderie, ce sont des dépenses spéciales, mais que c'est dans l'intérêt de l'enfant parce que si je travaille, ça veut dire que je vais contribuer à améliorer le niveau de vie de cet enfant. Donc, on ne focalise pas sur vous, on focalise toujours sur l'enfant. Les frais d'études. Les frais d'études de l'enfant, par exemple, un enfant qui a plus de 18 ans et qui va à l'université, on considère qu'il paye des frais pour étudier. En ce moment, ça va être des dépenses extraordinaires et on s'attend à ce que les deux parents contribuent s'ils peuvent le faire financièrement sans en souffrir. Les activités parascolaires, généralement, sont toujours dans l'intérêt de l'enfant. Donc, si l'enfant participe, par exemple, à des leçons de piano, on suppose que c'est pour son épanouissement personnel, donc c'est son intérêt. Il y a des parents qui vont vous dire, mais pourquoi il doit suivre les leçons de piano alors que c'est pas obligatoire? Non, le juge considère que c'est dans son intérêt parce qu'il a besoin de s'épanouir en tant qu'enfant. Et si on voit que les revenus des parents permettent de subvenir à ça, on va obliger les parents à contribuer. Alors, ici, on dit comment on détermine si une dépense est nécessaire ou raisonnable. Comme j'ai dit, on considère est-ce que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'on engage cette dépense. Si la réponse est oui, on va vous dire que c'est une dépense nécessaire et vous allez contribuer. Le coût net de la dépense est partagé proportionnellement aux revenus de chaque parent. Ça, c'est la règle en général. Il peut arriver toujours qu'il y ait des exceptions et qu'un parent contribue un peu plus ou alors qu'un parent décide que je vais prendre tout en charge ou alors qu'un parent dise que malgré que tu gagnes le plus d'argent, on va faire 50%, 50%. Mais il faut qu'il y ait une entente entre les parties. Alors, c'est quoi le programme d'exécution des pensions alimentaires? Généralement, comme j'ai dit tout à l'heure, quand les parties se séparent, le climat n'est pas toujours très sain. Alors, pour éviter qu'une partie fasse la manche derrière l'autre partie tout le temps pour faire payer la pension alimentaire, ou alors que l'autre partie utilise la pension alimentaire pour faire chanter une autre partie, le gouvernement a mis sur pied le programme d'exécution des pensions alimentaires, le Maintenance Enforcement Program. Généralement, ici, vous allez entendre beaucoup plus parler de MEP parce que le nom est un peu long. Tout le temps, vous allez entendre parler de MEP. C'est eux qui s'occupent de se rassurer que la pension alimentaire, que ce soit pour enfants ou pour conjoints, est payée. Et ils vont généralement prendre des mesures pour mettre à jour les comptes. Donc, ils vont vous demander des avis de retenue de pension alimentaire. Ils peuvent faire saisie arrêt sur les salaires.
Ils peuvent suspendre votre permis de conduire. Donc, il y a beaucoup de mécanismes qu'ils utilisent pour contraindre le parent payeur à payer. Mais il faut souscrire à ce programme. C'est pas de façon automatique. Si vous ne souscrivez pas, ils peuvent pas savoir qu'il y a une pension alimentaire qu'il faut exécuter. Alors, ce qu'on va appeler garnishment, c'est sur la saisie arrêt. Là, on va aller chez votre employeur directement et saisir votre salaire à la source. Donc, ça ne passe même pas par vous. Votre employeur, à la fin du mois, va virer directement la partie de la pension alimentaire chez le parent bénéficiaire. Il peut également avoir des poursuites à la cour et possiblement des peines de prison. Même si c'est rare, ça peut arriver. Maître Tariq? Oui, et puis alors, on en a parlé tantôt, mais parfois, le montant d'une pension alimentaire peut changer. Les obligations d'un parent peuvent changer. Alors, euh, il y a une obligation de déclarer de tels changements de revenus. Euh, Ça doit être un changement important ou s'il y a un changement important de circonstances. Alors, par exemple, changement de statut de l'enfant, l'âge de l'enfant, par exemple, il dépasse les 18 ans et puis il a un travail à temps plein, par exemple. Changement du revenu du payeur, changement du revenu du bénéficiaire, le cas échéant, évidemment, comme on en parlait tantôt, lorsque c'est question de faire un montant déduit lorsqu'on considère les revenus de chaque parent pour une pension alimentaire. Et alors, passons à la fixation d'un nouveau montant de la pension alimentaire pour enfants. Il y a le service de pension alimentaire pour enfants, ou ce qu'on appelle le Child Support Service, qui peut prendre des décisions initiales sur la pension alimentaire sans que les parties aient besoin d'aller en cours si certains critères sont remplis. Et puis, on parle de recalculation ou de la fixation d'un nouveau montant lorsque le montant de la pension alimentaire pour enfants ordonné par le tribunal peut être révisé annuellement ou semestriellement et modifié s'il y a un changement dans le revenu de la personne condamnée à payer la pension alimentaire. Et puis, c'est uniquement pour le montant du tableau et certaines dépenses de l'article 7. Il y a également ce qu'on appelle, c'est peut-être pas une recalculation, mais euh, la pension alimentaire rétroactive ou retroactive child support, lorsqu'on peut aller regarder effectivement retourner dans le passé pour des périodes là où le parent payeur n'aura pas effectué les paiements. Il y a, et puis, demander que ces paiements soient versés finalement. Et puis, il y a généralement une limitation de 3 ans là-dessus. Alors, on a terminé avec les pensions alimentaires, mais parlons maintenant de les biens familiaux ou le partage des biens familiaux, en anglais family property. Euh, alors, pouvez-vous nous décrire la situation généralement lorsque ça vient aux biens familiaux au Manitoba, Maître? Alors, pour ce qui est des biens familiaux, ça, généralement, c'est là où on va avoir plus de tension parce que on ne s'entend pas sur la reddition des comptes et la compensation. Ce qu'on va dire en anglais, accounting and equalization, de la valeur des biens. Donc, généralement, les gens, ils vont pas, on suppose qu'on a une maison et parfois on ne s'entend pas sur la valeur de la maison. C'est ça qui va créer beaucoup de problèmes. Mais il faut savoir que le partage se fait sur la reddition des comptes, de la valeur des biens acquis au cours de la relation. On va aussi prendre en compte la date du mariage ou de la cohabitation et la date de la séparation. Le partage peut être inégal. La règle générale voudrait que le partage soit égal, mais les parties peuvent s'entendre pour faire un partage inégal. Il peut arriver que la comptabilité soit négative. Qu'est-ce que j'entends par comptabilité négative? Ça veut dire que quand
on équilibre donc ce qu'on appelle equalization. On a mis les dettes et les actifs de une partie, les dettes et les actifs de l'autre partie, et on se retrouve, parce que on va associer tout ça, on se retrouve à avoir une valeur négative. Ça veut dire qu'il n'y a rien à partager. Les quelques exceptions où les biens n'entrent pas dans les biens familiaux, parce que généralement, il faut savoir que tout ce que vous avez dans le mariage, ça entre dans les biens familiaux. Mais il y a des exceptions. Si vous avez eu des dons, ou bien vous avez hérité d'un bien, donc gift and inheritance, si vous avez un bien que vous avez acquis avant la période de cohabitation et que vous n'avez pas amené ça dans le mariage ou la cohabitation dans l'intention de faire de ça un bien familial. Et puis, il y a des biens communs que vous allez regarder la valeur actuelle et pas la valeur à la date de la séparation. Ça, c'est des exceptions. Parce que généralement, quand vous vous séparez, on regarde la date du bien à la date de la séparation et on calcule le partage sur cette valeur-là. Mais il peut y avoir des exceptions où on va regarder la date, la valeur à la date du jour où le partage se fait. Maintenant, il faut aussi savoir que vos RER, ce qu'on va appeler en anglais le RSP, et vos pensions, ça entre dans le partage, ça entre dans ce qu'on appelle les biens familiaux. Alors, dans la cohabitation, il peut arriver qu'il y ait des violences. C'est pas c'est pas ce qui est souhaité ou bien ce qui est recherché quand on se met ensemble, mais ça peut arriver qu'il y ait des violences. Alors, la définition de la violence familiale sous la loi sur le divorce. La violence s'entend comme de toute conduite constituant une infraction criminelle ou non d'un membre de la famille envers un autre membre de la famille qui est violente ou menaçante, qui dénote par son aspect cumulatif un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne. Et du fait pour un enfant d'être exposé directement ou indirectement à une telle conduite, y compris les mauvais traitements corporels, notamment l'isolement forcé, l'exclusion de l'usage d'une force, à l'exclusion de l'usage d'une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu'un. Il y a les abus sexuels, les menaces de tuer quelqu'un ou de causer des lésions corporelles à quelqu'un. Il y a le harcèlement, y compris la traque. Il y a le défaut de fournir des choses nécessaires à l'existence. Donc, le défaut, par exemple, de fournir des aliments, ça va être considéré comme une violence. Les mauvais traitements psychologiques, l'exploitation financière, les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien, et le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d'endommager un bien. La liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'on peut ajouter à ça, mais ça, c'était juste pour vous donner une idée de ce qu'on appelle violence familiale. Alors, comment vous reconnaissez les manifestations de la violence familiale? En anglais, généralement, on va dire intimate partner violence. Ici, ça va être la violence familiale. Généralement, il faut comprendre que ça va inclure toutes les personnes de la famille, mais il peut aussi avoir les violences juste entre des partenaires intimes. Alors, comment vous reconnaissez les manifestations? Il y a une agression physique ou sexuelle, une violence psychologique ou verbale. Il peut s'agir d'un harcèlement, d'un comportement dominateur, d'une intimidation et des menaces, de l'isolement forcé, de restrictions de liberté, de mouvement ou de contact avec autrui. Possessivité extrême, jalousie extrême, comportement dominateur, enlèvement, mauvais traitement ou dommage visant les enfants, un animal de compagnie ou des biens. Alors, on a parlé tout à l'heure aussi des dommages ou destruction de biens, le refus de pourvoir aux besoins fondamentaux de la vie, les pressions d'ordre religieux, culturel ou familial pour demeurer avec le conjoint ou se soumettre à son autorité. Alors, si quelqu'un vous rappelle tout le temps que la religion interdit de se séparer ou la religion interdit de faire ça et que vous pensez que ce que la personne dit est contraire à la loi,
généralement, on va considérer que la personne est en train d'exercer une violence sur vous parce que la personne utilise une pression religieuse pour vous contraindre à demeurer avec la personne. Alors, il est important de vous rappeler toujours qu'aucun type ou niveau de violence n'est acceptable et que vous n'avez pas à tolérer un comportement violent envers vos enfants. Si vous avez des doutes et que vous pensez qu'un comportement constitue une violence envers vous ou un enfant, il y a beaucoup d'organismes que vous pouvez contacter pour savoir, pour vous rassurer que ce que vous êtes en train de soupçonner est comme étant une violence n'est en fait pas une violence. C'est mieux de consulter quelqu'un et qu'on vous dise que ça constituait pas une violence que de ne pas consulter alors que c'était une violence et vous vous mettez en danger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire généralement en cas de violence? En cas de violence, tout à l'heure, on a parlé des ordonnances de protection et des recours de prévention. Je vais laisser Maître Tariq élaborer un peu là-dessus. Alors justement, bon, il y a plusieurs options et beaucoup de variétés dans chaque cas de violence et beaucoup de choses qui seront appropriées et convenables pour un couple séparé. Mais en général, une des mesures qu'on peut prendre, c'est une ordonnance de protection en faisant demande au tribunal. Ça, c'est courant dans les cas de traque, de filature, de harcèlement, euh, évidemment de violence familiale, et ça dans le sens physique ou autre qu'on vient de voir dans la liste qu'on vient de parcourir. Ça peut être lorsque il y a des communications qui sont indésirées ou incessantes et qui dérangent la sécurité ou le sentiment de sécurité de la personne qui la chercherait. Il faut comparaître devant un juge de la paix judiciaire euh, et puis on le fait sans donner avis à l'autre partie. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les ordonnances de prévention. Et puis dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut prévoir d'autres des- d'autres mesures effectivement pour empêcher qu'une personne puisse menacer la sécurité de la personne qui demande l'ordonnance. Alors maintenant, on passe à jeter un coup d'œil sur la procédure familiale. Quand même, il y a eu des changements au cours des années. Et puis, on est vraiment dans une phase de sortir du litigieux ou de moving away from litigation et d'aider les parties à régler les affaires hors cours, comme on a déjà dit plusieurs fois lors de cette présentation. Alors, il y a les mécanismes de médiation et d'arbitrage qui sont disponibles. C'est des mesures qui sont quand même volontaires. Et puis, ça dépend du cas particulier. Il y a l'étape du triage. Peut-être que vous pouvez élaborer là-dessus, maître. Alors, généralement, le triage, ça va être, on va arriver, quand vous allez, par exemple, à la cour, il y a des documents que vous mettez à la cour pour soutenir votre cause, ainsi de suite. À un moment, quand vous avez rempli tous les documents, le juge, on va vous faire ce qu'on appelle le triage. C'est toujours dans le cadre de essayer de résoudre le problème avant d'arriver au niveau où on va avoir un procès. Parce que si vous avez produit tous les documents, on peut désigner un juge ou un maître de conférence qui va venir regarder les documents que vous avez soumis et dire que, vous faire asseoir toutes les parties et dire que, OK, sur la base des documents que vous avez soumis, voilà ce que je pense que ce serait convenable pour vous. Mais à ce niveau, il faut savoir que ce n'est pas encore une décision finale. Si à ce niveau, vous estimez que, OK, ce que la personne ne vous donne pas et que vous avez, par rapport aux conditions préalables que vous avez remplies, ce que la personne vous propose comme solution ne vous convient pas, c'est à ce niveau qu'on décide s'il va avoir un procès devant un juge et avec tout ce que ça comporte. Alors, les conférences relatives à la cause, c'est toujours des étapes avant d'arriver au procès où on va essayer de prendre les parties et dire, OK, voilà ce que vous risquez si vous allez au procès, voilà ce que je propose. À ce niveau, on peut s'arrêter, on ne va pas au procès, mais
Jusqu'à ce niveau également, la décision n'est pas finale. Si vous estimez que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est décidé, c'est là où on passe au procès. Et le procès, vous pouvez attendre très, 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 très longtemps pour avoir une date de procès. Généralement, ça se tient 12 à 15 mois après la première conférence relative à la cause. Donc, après que vous ayez mis les documents à la cour, vous avez rempli toutes les conditions préalables, vous êtes passé au triage. Après, vous avez fait une conférence relative à la cause. Ce n'est que 12 mois après la première conférence que vous pouvez avoir une date de procès. Et il faut savoir que le procès, généralement, ça va être vraiment, c'est pas très agréable. C'est pour ça que vous avez vu la Cour mettre tous les mécanismes en jeu pour essayer de résoudre le problème et ne pas aller au procès. Alors, dans une poursuite dans le cadre de procès familial, il y a des prérequis au tribunal qu'il faut remplir. Généralement, on va appeler ça prérequisite, que vous ne remplissez pas. Généralement, le juge on va pas vous accepter d'avancer si vous n'avez pas rempli ça. Ça va constituer quoi? Une réunion à quatre. Une réunion à quatre, ça veut dire les deux parties et leurs avocats s'ils en ont, ou alors un avocat s'il y a une partie qui n'est pas représentée, ou alors juste les deux parties si les deux parties ne sont pas représentées. On va s'attendre à ce que vous ayez une réunion pour essayer de résoudre votre problème. Il y a la divulgation financière. Donc, quand vous allez au tribunal, généralement, quand vous demandez la pension alimentaire, il faut faire une divulgation financière parce que c'est sur là-dessus qu'on va se baser pour calculer. Il y a la comptabilisation des biens de la famille. Dans les cas où il y a une demande de partage de biens familiaux, il faut se rassurer que la divulgation est terminée ou il y a un engagement. Ça veut dire les deux parties ont divulgué leurs informations et les deux parties sont d'accord pour dire que, OK, j'accepte ce que cette partie a divulgué parce que vous pouvez divulguer et l'autre partie vient dire que il y avait un autre compte à tel endroit que je pense que la personne n'a pas pris en compte. Donc, il faut que quand on dit que la divulgation est terminée, ça veut dire que ce que vous avez mis, les deux parties sont d'accord que voilà, c'est ça qui représente les informations financières. Le plan parental est terminé. Généralement, les avocats vont vous aider à concevoir un plan parental et vous allez soumettre ça. Ça fait partie des prérequis. Il y a les évaluations. Dans le cas où une évaluation est nécessaire, parce que l'évaluation, c'est pas toujours, les autres étapes sont vraiment obligatoires, mais l'évaluation, ça va être au cas par cas. Si une évaluation est nécessaire en ce moment, oui, mais si c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin d'évaluation. Il y a le programme pour l'amour des enfants qu'on a dit tout à l'heure, qui est vraiment, vraiment l'élément indispensable pour avancer dans le cas où il y a eu des enfants. Et il peut y avoir, dépendamment de chaque cas, il peut y avoir d'autres éléments qu'on va vous demander de fournir et qui vont faire partie des prérequis. Alors, aller au procès, ce qu'on va appeler trial, il faut avoir un certificat de préparation. Donc, il faut indiquer à la cour que vous êtes prêt pour le procès. En anglais, ils vont appeler ça le Certificate of Readiness. Donc, c'est vous qui indiquez à la cour que je suis prêt pour le procès. En ce moment, vous remplissez ce certificat-là, vous le déposez. Les procès ne seront pas annulés à moins que les documents de règlement d'entente ne soient déposés et signés. Donc, il faut savoir que même quand on a signé, même quand on a donné la date de procès, il peut toujours arriver que les parties s'entendent et ils font un accord d'entente et ils déposent ça au tribunal. Si le tribunal est satisfait que vous avez signé, donc vous avez eu des avis indépendants d'avocats différents, le tribunal peut accepter ça et dire que, OK, on ne part plus au procès. Il peut arriver dans des procès que les parties témoignent devant le juge. Généralement, au procès, on s'attend à ce que vous soyez là et que vous expliquez au juge. Le juge vous pose des questions et puis vous expliquez. Et ça peut être un peu parfois agressif aussi. Il peut arriver que vous appelez des témoins ou bien l'autre partie appelle des témoins pour soutenir son cas. Quelques exceptions au nouveau modèle de triage. Alors, il y a des audiences d'urgence, emergent hearings.
Généralement, pour comparer devant un juge avant une conférence de triage, s'il y a la possibilité de risque immédiat pour une partie ou un enfant. Donc, si j'espère que un enfant, par exemple, va être enlevé tout de suite par l'autre parent, je peux faire je peux demander une audience d'urgence. Ou alors qu'il y a un bien que l'autre a mis en vente et que ça devrait faire partie des biens familiaux. Ça veut dire qu'il y a une situation d'urgence, on peut aller demander. Si un enfant doit être retiré du Manitoba, ou bien il y a perte ou destruction des biens. Et pour le faire, on doit déposer une demande d'audience urgente. Si le juge entend l'audience urgente, il peut rendre une ordonnance. Il peut rendre une ordonnance en fonction. Donc, par exemple, si quelqu'un risquait de retirer un enfant du Manitoba, le juge va dire, OK, je fais une ordonnance pour que cet enfant reste au Manitoba jusqu'à ce qu'il y ait une décision du tribunal finale dans ce procès. Ou alors pour que ce bien ne soit pas vendu jusqu'à ce qu'un tribunal ait ordonné qu'il soit vendu. Donc, dépendamment des cas, le juge va rendre une ordonnance. Mais généralement, cette ordonnance-là, comme c'est une ordonnance d'urgence, c'est pas l'ordonnance finale. Mais vous devez tout de même respecter les prérequis pour procéder au triage. Donc, malgré cette ordonnance qui a été rendue en urgence, ça ne vous empêche pas de remplir tous les prérequis qu'on a vus avant. Sinon, vous n'allez pas passer au triage. Donc, ça n'empêche pas la procédure de continuer. C'est juste pour sauvegarder une situation parce qu'on estime qu'il y a une urgence. Mais D'accord. Tarek, Alors, oui, on a couvert vraiment beaucoup d'informations en peu de temps. C'est un domaine assez compliqué, le droit de la famille, et puis il y a beaucoup de nuances dépendant de la situation d'une séparation ou d'un divorce. Et c'est ainsi qu'on vous propose ces ressources utiles pour vous renseigner davantage. Il y a d'abord la Community Legal Education Association qui a d'abord conçu cette présentation que nous vous offrons aujourd'hui en français. Vous voyez afficher leurs coordonnées et leur site web. Ils produisent beaucoup de publications et puis il y en a un bon nombre qui sont disponibles en français sur tous les domaines du droit. Alors, on vous conseille de parcourir leur site web qui est affiché. Il y a également le Centre Info Justice Manitoba où vous pouvez trouver Maître Ruffin et moi-même. Là, on est un centre d'information juridique, encore traitant dans tous les domaines du droit. On peut vous donner des informations. On le fait gratuitement, confidentiellement. Tous nos services sont gratuits. Euh, et puis, ça encore dans tous les domaines du droit, il inclut le droit de la famille. Et nous avons encore des ressources sur notre site web. Vous pouvez demander des consultations individuelles en composant les numéros affichés ou encore en visitant le site web infojustice.ca. Puis finalement, il est aussi utile de parcourir, puisque, comme on a dit, beaucoup les services, il y a le service des pensions alimentaires ou le programme d'exécution des pensions alimentaires qui parviennent du gouvernement du Manitoba. Il y a aussi la formation pour l'amour des enfants. Plusieurs des choses qu'on a nommées aujourd'hui qui font partie d'un dossier familial parviennent ou sont des initiatives du gouvernement du Manitoba. Et ils ont un site web assez élaboré sur toutes les questions qu'on a traitées aujourd'hui, que ce soit la pension pour époux, la pension alimentaire pour enfants, les biens familiaux, la violence conjugale. Euh, et puis alors, on vous conseille encore de visiter le site web du gouvernement du Manitoba qui traite du droit de la famille. Euh, bon, ça nous amène à la fin de cette présentation. On vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup. merci, au revoir.